Tous les dimanches, rejoignez l'aventure 1000% pour être 1% meilleur à chaque épisode. On voudrait remercier notre partenaire Féroce. Saviez-vous que notre alimentation moderne est jusqu'à 4 fois moins nutritive que celle de nos ancêtres? Pourtant, le foie de bœuf est l'un des aliments les plus riches de la planète. Seulement 7 grammes suffisent à couvrir une grande partie de nos besoins en vitamines et minéraux. Le problème, nous avons perdu l'habitude d'en consommer. C'est là que Féroce intervient avec son haché révolutionnaire. Un mélange savoureux de 80% de viande de bœuf nourrie à l'herbe et 20% d'abat. Pas de compromis sur la qualité, chaque lot est testé en laboratoire pour garantir sa richesse en micronutriments et oméga 3, tout en restant exempt de polluants comme les métaux lourds ou pesticides. Ça régale. Dans le cadre de notre partenariat, la marque offre aux auditeurs 4 steaks 3 étoiles avec votre première commande de haché féroce. Pour en profiter, il suffit de l'ajouter à votre panier et d'utiliser le code 1000% sur la page de paiement. Lien et code en description. Dans le cadre de notre partenariat avec Nutrien&Co, on est heureux de vous proposer moins 10% sur tout le site avec le code podcast10. Lien et code en description. Retour au podcast. Allez. Bienvenue sur 1000%. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir Steve. Salut Steve. Hello, messieurs. Et on est accompagné aussi de Pierre de 1000%. Ça va? Ouais, salut à tous les deux. Ravi de pouvoir parler d'un sujet que je maîtrise pas du tout. Et aujourd'hui, on a la chance de parler méditation, Steve. Et en face de toi, tu as un public où on a différents niveaux de méditation. Je pense que toi, tu es haut niveau de méditation. Moi, je suis en chemin, tu vois, vers ça. Et Pierre, c'est un débutant qui aimerait bien débuter. Donc voilà, Ou pas, hein. Il va falloir me convaincre. Mais est-ce qu'il y a des niveaux en méditation? Ça, on ne sait pas. Je pense pas qu'il y ait des niveaux en méditation. Ouais, en tout cas de pratique et d'éveil à cette pratique, tu vois. Pour commencer, comment tu pourrais te présenter, Steve? Je peux me présenter comme effectivement quelqu'un qui enseigne, qui transmet. Ça fait déjà des années que j'ai eu l'impulsion de m'engager dans cette voie. Je dirais que j'ai eu beaucoup de chance d'être sensibilisé à la pleine conscience assez jeune de par ma famille où on méditait déjà. Les arts martiaux aussi, interne, externe, hein. Quand je dis interne, c'est plutôt tai chi, qigong, externe, plutôt la partie combat. J'ai grandi avec ça et ça a toujours été très présent sur mon chemin et j'ai décidé très jeune de dédier ma vie à ça, en tout cas en allant étudier tôt. Donc je n'ai jamais rien fait d'autre finalement que d'apprendre, d'intégrer, de pratiquer, de transmettre depuis la fin de l'adolescence. Et c'est toujours aussi passionnant d'être un élève perpétuel et d'être complètement dédié à transmettre, à accompagner, à approfondir. Et ça prend différentes formes dans ma vie aujourd'hui. C'est aussi bien dans la transmission physique, par le dojo que j'ai à Paris, par des conférences, par des retraites, des ateliers, des formations, ou en ligne avec une communauté qui est pleinement dédiée à la conscience, à la méditation, à la respiration, dans laquelle j'interviens en live ou aussi sous forme de vidéos, de transmission d'informations, de pratiques, d'échanges. Donc voilà comment je pourrais me définir en quelques mots, je dirais, comme quelqu'un qui est un vecteur de transmission. C'est magnifique comme présentation. Quel a été le déclic de cette impulsion vers la méditation, vers la transmission? Comme je te disais, c'était très présent au début de mon cheminement. J'ai grandi en observant beaucoup ma grand-mère qui s'occupait de moi jeune parce que mes parents travaillaient à cette époque-là. Et elle méditait, elle pratiquait le tai chi. Et puis, il y avait toute une bibliothèque à la maison avec beaucoup d'ouvrages sur le bouddhisme, le yoga, l'hermétisme, différentes traditions, plutôt orientales, Asie, et des traditions contemplatives et méditatives. Moi, j'ai baigné là-dedans et puis après, suivant les arts martiaux, pratiquant à haut niveau, oui, le combat m'a passionné et me passionne toujours, mais la philosophie dans les arts martiaux, notamment les arts martiaux traditionnels japonais ou chinois, eh bien, nous invite à aller voir beaucoup plus loin que des techniques de coups de pied, de coups de poing ou de projection. Il y a toute une philosophie de vie. On parle d'art, d'arts holistiques, donc d'art de vivre, de voie intégrale.
Et ça a été pour moi une des portes d'entrée dans la partie plus philosophique par rapport à la présence, par rapport à l'écoute plus profonde de l'être, de la conscience. Et de fil en aiguille, ben, je me suis intéressé à d'autres grandes voies, comme le yoga, comme la voie de la respiration, qui est aussi liée au yoga et aux arts martiaux. Et, hem et beaucoup de rencontres, beaucoup de voyages aussi qui n'ont cessé de nourrir tout ça. Donc il n'y a pas eu un déclic particulier. Je dirais que c'était la continuité d'un geste et de graines qui ont été plantées dans mon esprit, très tôt. OK et c'est comment tu pourrais, définir la méditation? On peut parler de qualité de présence, de comment tu qualifierais cet éveil? Mmh. La méditation, elle est beaucoup plus un état qu'une pratique. C'est l'état méditatif. C'est être totalement à ce qui est et réduire au maximum les distorsions provoquées par le fonctionnement de nos esprits conditionnés. C'est-à-dire que chacun a une construction dans son identité, dans sa manière de percevoir le monde, de voir le monde, de penser le monde, qui est lié à tout le vécu, tout le connu. Donc si tu veux, tu as une interface, un système qui est en place et ça crée un filtre, une lentille. On peut parler de l'ego, la représentation du soi. Donc chacun voit le monde par ce prisme, par cette lentille qui lui est propre. Et c'est là qu'on a toutes les distorsions, les altérations du contact avec ce qui est, avec une réalité euh, qui est bien au-delà de notre manière de décrypter le monde. On n'en perçoit que des bribes et encore une fois de manière arbitraire, influencée par notre conditionnement. La méditation, c'est réduire au maximum cette distorsion et être le plus possible au contact de ce qui est dans l'instant présent, au-delà de l'ego-centre, et donc d'avoir une intensité, une sensitivité au sens, les sens justement, les couches sensorielles, le plus au contact possible. Et effectivement, tu l'as dit, présence, c'est un état de pleine présence qui, par sa qualité, permet un accès beaucoup plus profond à notre véritable potentiel, à notre véritable nature et à nos véritables possibilités, justement. On déconditionne des choses limitantes et on laisse une force naturelle présente dans l'esprit humain, dans le corps humain, avoir beaucoup plus d'espace pour s'exprimer et être au contact de l'environnement. Et donc, par extension, de toute forme de relation. Donc tu parles de perception? Vas-y Pierre. Et comment est-ce que tu différencierais de la pleine conscience et de l'auto-hypnose, de la sophrologie? Mhm. Tu sais, j'ai l'impression que, enfin, dans ma perception, que on tourne autour de plein de disciplines qui sont cousines, ou peut-être qu'on utilise un mot différent pour parler de la même chose. C'est quoi ton avis Ouais, là-dessus? très bonne question. Alors, quand on parle d'état, parler de la méditation en tant qu'état, il y a différents états méditatifs. Il y a différents états qui correspondent à différentes fréquences cérébrales, à différentes activités du corps et de l'esprit. À l'intérieur de ces différentes fréquences, de ces différents états, et en fonction des cultures et en fonction des courants, on peut donner des noms différents. Mais le nom, le concept n'est pas la chose. Il y a une perméabilité. Il n'y a pas de séparation entre ce que certains appellent l'hypnose et d'autres la pleine conscience et d'autres les états de conscience élargie, la transe chamanique, les expériences de mort imminente. Si tu veux, c'est des états différents de conscience, modifiés, plus ou moins vastes, plus ou moins hors de ce fameux égocentre dont on va parler, j'imagine. Et c'est des mots que l'on met sur différentes pratiques. Mais finalement, ce sont des états méditatifs. Et d'ailleurs, méditation n'est qu'un mot pour parler d'une technologie quelque part, du cerveau, de l'esprit humain, qui peut passer par différentes manières de percevoir son environnement interne et externe. Donc c'est surtout des noms sur des choses différentes. En revanche, là où on pourrait s'accorder comme la méditation, définir ce qu'est la méditation authentique, c'est un état d'être, un état de présence où on ne cherche pas
à transformer l'expérience. On ne cherche pas à influencer quoi que ce soit. On est le plus possible justement au contact de ce qui est. Donc c'est ce qu'on appelle souvent la pleine présence, la mindfulness, mais qui finalement découle des courants plus traditionnels issus du bouddhisme comme le vipassana, la vision pénétrante ou la pratique de zazen, la méditation dans le zen où il n'y a pas de mantra, on ne cherche pas à visualiser, on ne cherche pas à créer des expériences transcendantales. On est juste totalement à ce qui est. Et ce qui est peut prendre une infinité de formes. Ça peut être très transcendant, ça peut être insignifiant. Ça dépend de l'état de l'ensemble de la personne au moment où elle ouvre cet espace de sensibilité. Mais bien sûr, c'est très intéressant de pouvoir se dire que dans la famille des états méditatifs, bah là, il y a plein d'états. La visualisation, l'auto-hypnose, les états de transe beaucoup plus profonds. Tout ça, ça fait partie de ces états de conscience élargis. Donc, on pourrait dire que la méditation ouvre la dimension de l'esprit et serait une base, une porte d'entrée à une multitude d'états de conscience, plus ou moins profonds, plus ou moins modifiés, plus ou moins au-delà du contrôle de l'ego. Tu vois, moi, j'ai lu, Eckhart Tolle, Le pouvoir du moment présent et Ouais, quand j'ai lu ce référence. livre, c'était, déjà difficile à lire. Je suis assez éveillé sur le sujet et de ce qu'il disait, c'était, prendre conscience du moment présent à travers notre corps sensoriel. Donc prendre conscience, de notre odorat, de notre vue, de notre ouïe et vraiment éveiller notre corps sensoriel. Et là, dernièrement, j'ai lu Joe Dispenza qui au contraire, a plus une méditation de retrait où il demande de s'abandonner et d'oublier notre corps sensoriel, tu vois? Et je suppose que les autres concepts, plus orientaux, le zen et tout ce qui est, du bouddhisme est plus, dans ce côté-là. Il y a différentes manières de méditer. Comment tu as une intention à chaque fois que tu médites? Eh bien, pas forcément, justement. Il y a plein de manières de méditer et ce qui serait le tronc commun, ce qui serait la toile de fond, c'est effectivement la méditation dont parle Eckhart Tolle, c'est-à-dire celle que je décrivais aussi quand vous me demandiez qu'est-ce que ça peut être la méditation en tant qu'état. Et c'est effectivement passer par la seule chose que l'on a, le corps. L'esprit utilise le corps. Notre essence utilise le corps. Le corps est notre moyen d'interface avec la dimension physique. Donc nécessairement, nous devons utiliser la technologie disponible ici, c'est-à-dire les sensations corporelles, internes, externes, les sons, une capacité à percevoir les sons, la vue, parce que même si on a les yeux fermés, derrière les paupières, il se passe une multitude de choses quand on médite. On peut voir des couleurs, des formes, des géométries, du mouvement, effectivement le goût, les odeurs. Et dans cet espace, nous ne sommes pas X en train de méditer, nous sommes l'espace de conscience totalement ouvert dans lequel les choses apparaissent. Nous ne sommes pas le penseur, nous ne sommes pas la pensée, nous ne sommes pas les sensations ou le corps. Nous sommes la conscience observant ce qui se manifeste dans cet espace de perception que le corps nous permet. Ces fameuses couches sensorielles. C'est pour ça qu'on parle d'aiguiser sa sensibilité, d'aiguiser sa sensitivité. Une fois qu'on a bien pris contact, qu'on a entraîné le corps, qu'on a entraîné la conscience à être présente à toutes ces sensations, c'est la meilleure manière effectivement d'entrer dans cet instant présent, la seule et unique chose que l'on expérimente dans nos vies. C'est la seule et unique chose. Le reste, c'est de l'illusion. Le passé, ressasser le passé, c'est illusoire. Projeter le futur, c'est également illusoire. Ce qu'on vit ici et maintenant, c'est la seule réalité. Donc, aiguiser notre corps, aiguiser notre attention, indispensable. Et effectivement, à partir de cet état, on peut aller explorer différentes formes de méditation. Par exemple, ce que Joe Dispenza utilise se base sur des traditions yogiques de contraction, notamment du Mula Bandha, donc du plancher pelvien. Il y a tout un phénomène de pression mécanique, mais en fait énergétique. Quand on parle d'énergétique, c'est-à-dire il y a des centres énergétiques. Quand on parle d'énergie, on parle de prana ou de chi, de force vitale. On vient engager par l'intention. Là, il y a une intention. Et par les contractions, la respiration, la visualisation, on vient déplacer de l'énergie dans nos corps. Et la technique la plus connue que Joe Dispenza utilise, elle vient donc de tradition yogique. On vient faire monter une énorme
puissance que l'on a en chacun de nous, c'est l'énergie de la créativité. On appellera le Jing, on peut appeler la Kundalini dans d'autres cultures. C'est l'énergie de la création qui est liée aussi aux organes sexuels, au chakra inférieur, chakra racine Muladhara et chakra sacré, juste au-dessus. Le chakra sacré, on l'appelle parfois le Hara dans les arts martiaux, le Dantian, c'est le point juste derrière le nombril. On vient faire monter toute cette énergie le long de la colonne vertébrale, dans les centres, la ligne centrale, là où on a des méridiens très importants. Méridien ou nadis, c'est la même chose, c'est des courants, des canaux qui correspondent à des parties anatomiques. Et on vient faire monter cette énergie vers le cerveau, des régions particulières du cerveau qu'on appelle troisième œil et chakra couronne. Donc ça, c'est pour vous parler de la méditation de Joe Dispenza à titre d'exemple, où là, effectivement, on est très intentionnel. On utilise la respiration, on utilise la visualisation et on rentre dans des états de conscience modifiés, des états de transe avec une activation de notre énergie vitale très fort. Mais ça, c'est d'autant plus possible si on a déjà bien pris contact avec son corps au sens brut, la fameuse mindfulness dont parle Eckhart Tolle, qui est un courant laïque de la méditation bouddhiste qu'on appelle Vipassana, par exemple. Ok, donc toi, si vraiment on a un débutant, par exemple Pierre, il a envie de méditer, vraiment tu lui conseillerais d'abord de déguiser ses sens, de prendre conscience de son corps sensoriel, pour après explorer d'autres intentions méditatives. Ouais, complètement. C'est ce que j'utilise beaucoup dans la transmission et on passe énormément par la respiration, qui est une porte majeure d'accès. Donc, dans la méditation de pleine conscience, dans la méditation au-delà d'un nom, d'un mot, d'un concept, prendre contact avec ces couches sensorielles, c'est aussi observer le mouvement de la respiration. Et qu'on soit dans une méditation pour débutants, où on découvre le simple fait d'observer son souffle et tous les puissants leviers que l'on peut activer grâce à cette observation consciente du souffle, eh bien, on va pouvoir commencer à modifier un peu la manière de respirer, d'orienter la respiration et donc d'aller vers d'autres pratiques. Et pour pratiquer ce que nous enseigne par exemple Joe Dispenza ou ce que nous enseignaient les anciens yogis ou dans le taoïsme, on parlera d'alchimie interne, là, ça nécessite tout de même un apprentissage du système énergétique, c'est-à-dire comment est-ce que ça fonctionne, notre corps au niveau énergétique, selon des traditions et des sagesses plutôt orientales et plutôt anciennes. Et là, on va pouvoir combiner l'état de présence avec une utilisation du corps énergétique. Donc oui, il faut pouvoir y aller étape par étape. Et en général, c'est comme ça qu'on combine la respiration, la méditation, un travail spécifique sur le corps. Mais on Et, oriente. Steph, comment tu expliques ces états de conscience modifiés? Euh, le mot qui est revenu souvent, c'est perception. Mhm. Tu vois, quand on va essayer de méditer ou même quand parfois on peut somnoler, tu vois, je compare souvent cet état méditatif au moment où on somnole un peu sur le canapé. Il y a l'espace-temps qui est modifié. Tu pourrais parler des états de conscience modifiés? Il y a une multitude d'états de conscience. Et au fond, l'expliquer, c'est essayer de figer un mouvement insaisissable. C'est comme si on voulait parler de l'univers en prenant une photo du cosmos, essayer de comprendre. Nous sommes un mouvement en tant qu'être incarné, en tant que conscience individuelle dans un corps. Nous sommes un mouvement à l'intérieur du mouvement. Nous sommes une vague à l'intérieur de l'océan. L'océan étant la conscience au sens collectif, au sens universel, avec un grand C. Et nous sommes cette conscience avec un petit c, parce qu'il y a ce fameux voile de l'illusion, ce qu'on appelle l'ego, centre, qui est vital. On en a besoin pour nous repérer, évoluer, survivre, vivre. Mais ça reste quelque chose qui nous sépare de manière illusoire, qui sépare la vague de l'océan. Donc les états de conscience modifiés, il y en a une multitude. Mais c'est comme si tu essayais de saisir une goutte d'eau à l'intérieur de l'océan. Il y a des choses qui s'expliquent si on regarde le cerveau, l'activité du cerveau, l'activité électrique, les différentes synapses, les différentes activations, même si tout cela reste encore partiellement compris. Plus on cherche, plus on trouve, plus c'est mystérieux, plus c'est vertigineux. Et moi, je suis beaucoup plus proche d'une approche finalement plus traditionnelle, plus orientale,
où c'est des choses qu'on ne doit pas chercher forcément à comprendre ou à définir. C'est accepter le grand mystère de tout ça. C'est accepter que l'incarnation et la conscience est quelque chose d'incommensurable. Et à vouloir saisir, on reste bloqué dans la sphère de l'intellect qui est forcément limité, qui essaye de contenir, de faire tenir quelque chose de tellement vaste dont il est la propre émanation à l'intérieur d'un système qui est forcément limité. C'est comme si je te demandais: «Parle-moi de l'échelle de l'univers. Quelle est la taille de l'univers?» Tu peux pas répondre à ça avec ton esprit. Et c'est un peu ce même type de réponse qu'on peut donner à: «Mais finalement, pourquoi les états de conscience modifiés?» On peut en parler au niveau scientifique, on peut parler au niveau, voilà, très je regarde le monde dans une éprouvette, mais à un autre endroit, la conscience, avec un grand C, reste quelque chose de profondément mystérieux, dont nous avons une expérience parcellaire, une expérience infime en tant qu'être humain. Et justement, ce qu'on appelle la méditation est une porte d'accès vers une expérience de plus en plus profonde, vers la conscience incarnée, ce qui passe par nous, celle où il y a effectivement cette association d'un corps et d'un esprit lors d'une vie. Et plus on va observer en profondeur, plus c'est insondable. Et tu vois, cette recherche peut-être Mmh. occidentale d'essayer de comprendre. Moi, j'ai beaucoup aimé chez Joe Dispenza cette alternance en fait entre recherche scientifique, changement des ondes cérébrales, modification de l'expression de notre génome, et en même temps la part spirituelle, tu vois. Et je pense que c'est peut-être un moyen d'accrocher par exemple Pierre ou de l'hameçonner en lui disant bah voilà, tu vas méditer, tu vas changer ton état intérieur, ça va potentiellement modifier l'expression de tes gènes, modifier ta façon d'être, pour après explorer et découvrir en fait cette, euh, cette expression de la conscience ou tu vois, cette force qui nous dépasse, tu vois. Exactement. Mais comme tu m'as dit, tu m'as pas dit qu'est-ce que peuvent être différents états de conscience. Tu m'as dit pourquoi il y a différents états de Ouais, ouais. conscience. Et pourquoi celui qui peut répondre à ça, moi j'attends de, je suis très intéressé pour savoir pourquoi. Hmm. Pourquoi l'univers est. Mais c'est vraiment, en tout cas, je pense, le fait d'expliquer un petit peu, d'essayer de traduire, c'est pour, bah, voilà, amener les gens à pratiquer ça, et après une fois qu'ils se mettent à pratiquer, ils vont découvrir, ils vont se faire du bien, Bien mais sûr. je comprends l'essence même qu'on peut pas expliquer tout ce qu'on expérimente. Mmh. Je comprends, enfin, j'essaie de m'accrocher un peu à tout ce que vous dites, mais je me dis aussi, tu parlais d'outils, avant, et je pense que c'est justement de ne pas l'utiliser, c'est comme d'avoir un outil dont tu te sers pas, et quel dommage au final, d'avoir cet outil, merveilleux d'état de conscience modifié, ou en tout cas une porte d'accès vers quelque chose de différent, qui peut avoir des effets a priori bénéfiques. Tu nous citeras sûrement les effets que peuvent avoir la méditation. Et je pense que c'est plus comme ça, moi qui suis assez terre à terre, c'est plus comme ça qu'on peut m'hameçonner en me disant, ben, tu vas améliorer la qualité de ton sommeil, tu vas améliorer ta, ta- ta santé mentale aussi, euh, Bien sûr, je peut-être comprends. arriver à gérer un peu mieux des moments de stress. Euh, Est-ce que, juste pour revenir sur ces histoires d'ondes cérébrales, pour que les gens peut-être comprennent un peu mieux, en tout cas les gens qui réfléchissent peut-être trop comme moi, est-ce qu'il y a des fréquences particulières? Par exemple, dans ma vie de tous les jours, moi, quand je suis debout, j'ai ces ondes cérébrales-là que j'utilise du matin jusqu'au soir. La nuit, des ondes particulières en fonction de mon sommeil. On va peut-être pas faire une masterclass sur le sommeil parce que ça va être trop long. Mais est-ce que dans la méditation, on retrouve ces ondes cérébrales particulières qu'on a à certains moments de notre nuit, par exemple? Effectivement. Et avant d'aller vers les ondes cérébrales, il est important aussi que je vous dise, pourquoi est-ce que dans la transmission telle qu'elle vient aujourd'hui dans notre échange, et c'est très bien qu'on ait cet échange entre des personnes qui s'intéressent, qui découvrent, se mettre à la place d'un public qui n'est pas forcément sensible et averti, mais qui est intéressé, qui a besoin de découvrir. C'est aussi important d'aller dans quelque chose de parfois nébuleux, parce que tant qu'on cherche
de manière très mentale la méditation, on va trouver le mental. Quand on cherche de manière conditionnée quelque chose, ce qu'on trouve, c'est ce qui a été projeté. La limite de la manière dont les gens comprennent la méditation aujourd'hui est cette approche où on cherche à faire tenir quelque chose qui ne tient pas dans un cadre puisque c'est le cadre. C'est tellement ample, la conscience, qu'il faut faire attention si on ne veut pas tomber toujours dans la même chose, parce que bien des personnes se disent méditer, mais finalement sont assises, entre guillemets, en silence, en train de cogiter ou de faire de la relaxation, De la pensent méditer, visualisation. ou de la visualisation, peu importe le mot qu'on Mmh. lui donne, mais en tout cas, ce qui est observable, c'est qu'on peut se dire méditer, on peut se dire être en état de présence et pourtant maintenir les mêmes schémas de conditionnement, maintenir les mêmes problématiques dans sa vie, rester dans les mêmes processus qui se reproduisent encore et encore. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un réel état de présence et une réelle capacité à reprogrammer son esprit, à désengrammer ce qui pose problème, parce que c'est une méditation qui est faite encore une fois au niveau mental, intellectuel. Donc on met le mot méditation, mais en fait on tourne en rond dans des états peut-être de relaxation. C'est pour ça que volontairement, moi j'ai une approche beaucoup plus qui va poser problème parfois, qui va questionner, qui ne va pas donner un truc tout frais à mâcher, à assimiler, parce que ça ne résout pas les problèmes. Il faut être en face de l'inconnu. La méditation, c'est réellement plonger dans l'inconnu. Si on connaît déjà le chemin, nous ne sommes pas en état de chercheur, nous ne sommes pas en état de présence. Ce que nous vivons la plupart du temps dans nos vies, c'est la reproduction du passé, du connu. On a des programmes, des schémas, de par notre éducation, de par ce qu'on a vécu, qui nous apportent de la joie, du bien-être, du plaisir, ou alors des choses qui nous apportent des aversions, des peurs, des traumatismes. Et c'est le connu. Et on vit à partir de ce connu. Et on le projette tout le temps. Donc on revit toujours le passé avec les déclinaisons, mais on reste dans le connu. C'est pour ça que la méditation ne peut pas l'état de présence ne peut pas être saisi comme quelque chose où on sait ce qu'on va trouver. Ça, c'est à chacun de le découvrir en étant réellement présent. Et c'est là que les transformations peuvent s'opérer. C'est là qu'un état de lucidité naît et nous permet de voir notre conditionnement. C'est aussi dans la présence que je peux observer un comportement conditionné qui me pose problème et dans l'instant, transformer ma manière, non pas de réagir de manière inconsciente, mais d'agir de manière consciente, par présence. C'est pour ça, on doit pouvoir voir la méditation plutôt comme quelque chose qui se passe au-delà de la pensée, qui remet la pensée à sa juste place, mais pas comme une manière différente de penser. C'est pas la pensée qui a les solutions à la pensée. La méditation au sens occidental, elle est très dans la réflexion, dans aller très profond, dans méditer à, réfléchir, psychanalyse, aller démêler. Mais c'est toujours la pensée, c'est toujours le même programme qui essaye de travailler en lui-même, sur lui-même. C'est le serpent qui se mord la queue. La méditation au sens plus ancestral, en tout cas du point de vue de l'Asie et de certains courants qui sont les plus proches d'une compréhension plus vaste de la conscience au sens large, disent que la méditation commence quand, au-delà de jeu, commence au-delà de la sphère de la pensée. On reste dans le domaine de l'esprit, on reste dans le domaine de la conscience, mais au-delà de la sphère de la pensée. Donc oui, la voie méditative au sens authentique est quelque chose de merveilleux que nous ne pouvons que conseiller à tout le monde d'aller mettre dans sa vie comme une hygiène fondamentale au niveau de l'esprit, même au niveau du corps. Corps et esprit sont tellement intriqués. C'est quelque chose qu'on devrait nous apprendre jeune, mais c'est pas quelque chose qui peut être saisi de manière intellectuelle. Bien sûr, je vais donner des points d'accroche, je vais donner des poignées, mais c'est important qu'on le comprenne. Sinon, on va toujours projeter quelque chose de la méditation qu'on va retrouver en retour et qui ne résoudra pas les problèmes. Une fois qu'on a compris que cette voie, c'était surtout un état d'être, qu'on peut le cultiver, on se dit: «Ouais, mais tu me dis de sortir de ma pensée, mais c'est impossible, mais c'est encore un truc complètement perché, je comprends pas, ça me saoule, je le fais pas». Non, justement, on commence par quelque chose de très simple, ce qu'on a dit avant. On cherche pas à atteindre des choses, le nirvana ou je ne sais quel état de transe ou déjà s'asseoir en silence, quotidiennement
et calibrer son attention sur les différentes couches sensorielles dont on a parlé. Sensations du corps. Quelles sont les sensations de température, de pression, les points de contact de mon assise, la température sur la peau, la texture des vêtements. Quels sont les sons dans mon environnement direct? La voix s'il y a une méditation guidée, ma respiration, des sons dans la pièce, des sons à l'extérieur. Qu'est-ce qu'il y a derrière les paupières, ces fameuses couleurs, ces fameux mouvements, les regarder avec une profondeur de regard, comme si on observait un ciel d'été de manière très profonde. Et les odeurs dans la pièce, le goût dans la bouche, et même les pensées. Observer le mouvement de la pensée qui apparaît, qui évolue, qui disparaît. Juste faire ça quelques minutes, 1 à 2 fois par jour, quotidiennement. Au bout d'un moment, l'attention va s'affiner naturellement. C'est le fonctionnement du corps harmonieux. Et cet état-là va s'approfondir et va s'ancrer en nous et va par extension se transférer à notre attention au fil du temps dans des situations quotidiennes, voire dans des situations complexes de la vie. C'est ça, je veux dire, où on ne veut pas chercher beaucoup plus loin. Donc on parle de quelque chose de très compliqué, mais qui en fait est très simple. Il suffit d'être totalement à ce qui est et de cultiver cet état d'attention. Il s'inscrit en nous. Ça, c'est quelque chose de complètement palpable. Encore faut-il le faire. Une fois qu'on a mis plus de temps et d'amour dans ce processus au quotidien, là, on peut aller vers des pratiques plus profondes. On peut commencer à regarder ce qui regarde. On peut commencer à retourner l'attention vers elle-même. On peut commencer à observer le penseur. Ça, c'est des phases un peu plus avancées. On parlera de méditation non duelle, c'est-à-dire que c'est plus je suis au contact de mes sens, des sons. Il y a un moment où il n'y a plus de jeu, parce que l'attention, lorsqu'elle est retournée vers elle-même, l'œil, lorsqu'il est retourné face à lui-même, il peut y avoir une disparition du sujet. C'est ce qu'on appelle la méditation non duelle, on peut en parler. Mais ça, c'est quelque chose qui vient avec le temps. Voilà. Donc cette voie-là, oui, invitons tout le monde à s'accorder des moments véritables de présence, à observer la respiration, à observer les sensations corporelles. Il y a plein de choses qui se passent dans le corps qui vont se recalibrer naturellement. Et c'est tellement puissant, c'est tellement merveilleux. C'est pour ça que j'ai choisi de dédier ma vie à ça. Ouais. Et tu vois, un sujet qu'on n'a pas abordé, c'est encore le mental. Finalement, quand tu décris Eckhart Tolle qui prend le moment présent par une petite fenêtre et que finalement notre passé, ben, en fait, c'était du présent à un moment par cette fenêtre et finalement, le mental, il veut nous amener dans notre passé, avoir des regrets, des remords et puis il veut nous projeter vers le futur avec de l'anxiété sur qu'est-ce qu'on a à faire dans l'avenir et ça nous extrait de notre moment présent. Et tu le décris très bien, c'est en faisant appel à notre corps sensoriel qu'on vient s'extraire de notre mental, qui est à la base un outil extraordinaire de réflexion, d'organisation, de compréhension globale. Exactement. Le mental n'est pas un problème en soi, c'est le conditionnement du mental, l'utilisation qu'on en a. Voyons le corps et donc l'esprit, puisque ce qu'on appelle le mental, ou l'esprit, la conscience individuelle, est capté, généré, on peut jouer sur les termes, par le cerveau. Donc le cerveau est lié au corps. Forcément, quand on repasse aux couches sensorielles, il n'y a plus vraiment de séparation entre corps et esprit. On vient simplement avoir une expérience la plus brute, la plus proche de ce qui est. Donc on ne cherche pas en force à s'extraire des pensées, parce que c'est impossible, c'est ce qu'on disait avant. La pensée n'a pas les solutions à la pensée, elle ne peut pas se quitter elle-même. On déplace l'attention. On déplace l'attention vers d'autres parties de l'expérience que l'on fait en temps réel, sauf que l'attention n'est pas portée à la sensation du corps, là, quand on se parle, à l'air qui passe, à l'odeur dans la pièce, au son environnant, au fait que au moment où tu parles, il y a quelqu'un qui parle, mais ce quelqu'un, ce que l'on disait tout à l'heure, c'est une construction. Quand tu es réellement en état de présence, tu peux avoir ce pas de recul et tu observes la structure de ton intellect, la structure de ton identité, au même titre que tu observes les sensations dans le corps et les sons.
Ça demande un peu de pratique, mais ça se fait très naturellement. C'est-à-dire que tu n'es plus sous la cascade de pensées, sous la cascade de comportements automatiques qui se déclenchent comme ça, comme un disque qui rejoue toujours les mêmes chansons, mais tu as fait un pas de recul et la cascade, tu la vois devant toi. C'est une autre métaphore, une autre image pour dire que la présence te donne accès à l'observation de ce que tu es en tant que processus, sans t'y attacher, sans t'y identifier. Et c'est ça qui nous redonne une souplesse où on peut réorienter nos comportements. Mais pas où on va pas chercher dans le passé à creuser des choses, à essayer de démêler des choses. C'est en temps réel, dans cette fameuse fenêtre qui est la seule fenêtre qu'on expérimente, celle de l'instant présent. En temps réel, tu peux voir un mécanisme névrotique, stéréotypé commencer à sortir, à émerger. Un des masques que tu as créé, que tu as construit pour vivre, pour survivre. Et au moment où tu pourrais le mettre, ce qui va encore t'amener au même résultat, parce qu'à chaque fois qu'on reproduit le même comportement, on a le même résultat. Là, tu as cet éclair de présence qui fait non, je ne mets pas ce masque. J'essaye autre chose, quelque chose de plus conscient, quelque chose de plus aimant. Tu vois, la question aussi du mental et de l'identité, ça, c'est une prise de conscience que j'ai eue avec Joe Dispenza. Pour t'expliquer, Pierre, c'est globalement, il dit notre identité, c'est le fruit de nos connaissances, de nos expériences qui font qu'on utilise en fait des chemins euh, Tout tracé. neurologiques où on est prédestiné à avoir une réaction en fonction d'une situation parce qu'on a eu ces expériences passées, qu'elles soient négatives ou positives. Et ça, c'est dirigé par le mental. Et le fait de méditer, c'est s'ouvrir à quelque chose d'autre. C'est notre identité est bien plus grande que de l'assimiler à un outil qui est magnifique en soi, mais seulement le mental. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, Steph. Ouais, complètement. Et Encore un peu flou, mais le problème n'est pas le mental, c'est l'utilisation qu'on en a. C'est comme si on arrivait au monde avec des paramètres par défaut. Et ces paramètres par défaut sont aussi l'héritage de nos lignées, donc tout ce qui s'est inscrit en épigénétique et la manière dont on est élevé, toute la continuité de ce qui a été vécu avant nous. Ça, on en a. C'est déjà, ça fait partie des réglages par défaut de notre identité, celle qu'on a développée. Et puis nos parents, qui sont aussi le fruit de cette lignée, de cet environnement, vont nous coder quelque part, vont commencer à programmer le système depuis le tout début de nos vies, même intra-utérin. Et cet héritage, le fruit du conditionnement du cerveau, c'est-à-dire l'utilisation que l'humain fait de son cerveau, c'est aussi des milliers et des milliers d'années d'héritage, d'évolution. C'est-à-dire qu'on l'a conditionné, notre manière de vivre a conditionné ce qui se passe en chacun de nous. C'est-à-dire que l'appareil est là, c'est vrai au niveau individuel, mais au niveau collectif, il y a une énorme charge. Et c'est découvrir le mode d'emploi, ce qu'on peut appeler s'éveiller, donc aussi en travaillant grâce à la conscience, grâce à la méditation, on vient découvrir le mode d'emploi. C'est-à-dire que, OK, ça, c'est des réglages par défaut, des réglages d'usine, avec des peurs, avec des résistances, avec beaucoup d'égocentrisme, etc. Mais une vie consciente, une vie examinée, dans l'introspection, dans la pleine présence, je redonne ma capacité de donner de la souplesse dans ces réglages, d'enlever les options qui ne me servent pas. Par exemple, l'option peur perpétuelle, l'option angoisse, l'option agressivité, qui sont des mécanismes naturels pour un ego qui est en fonction survie, la plupart des êtres humains. Moi, séparé du reste du monde, je dois imposer, je dois gagner, je dois être plus fort, ou alors j'ai peur, je me cache, je fuis. On comprend toutes les multiples déclinaisons que cela peut évoquer dans tout un tas de comportements qu'on observe chez nos semblables. Et grâce à cet état examiné de vie, bien là, on découvre comment utiliser l'esprit et le mental, qui n'est pas un ennemi. Donc l'ego n'est pas un ennemi, c'est quelque chose qui doit être au service de la vie, au service de la conscience. Et on reparamètre par un comportement conscient, jour après jour, on se transforme en temps réel. Il y a des chemins qui sont tout tracés. Tu citais Joe Dispenza, on en parle dans plein d'autres enseignements, notamment le bouddhisme. C'est très facile énergétiquement de suivre une névrose, de suivre un comportement qui est complètement établi. Quand bien même il nous fait souffrir, ça prend pas d'énergie, le chemin il est tout tracé.
Ça prend un peu plus d'énergie au début de ne pas plonger dans un canyon, combien même s'il est infernal ce canyon dans ta pensée. C'est un canyon qui va t'emmener, je sais pas, vers l'addiction, à des relations, au sexe, à la drogue, au divertissement, à la junk food. Le canal, il est là. C'est facile de l'emprunter. Et là, ça va demander une somme d'énergie au début d'observer la chute dans ce canyon pour recréer au début un tout petit chemin, quelques pas dans un sable frais, de présence, d'observation du souffle. Mais à force d'emprunter ce petit chemin, le canyon névrotique, ça va plus être la voie principale automatique. On va prendre de plus en plus consciemment d'autres chemins. Donc une autre utilisation du mental, donc une autre personnalité qui va émerger, une personnalité plus consciente, plus éveillée, plus au service de notre essence profonde qui, elle, ne demande que l'harmonie. Tu sais, Steve, là, on est très content de t'avoir sur 1000% parce que l'objectif, c'est d'aller à 1000%. Donc c'est quand même super important de parler de tout ça, d'état méditatif, et on va arriver sur la spiritualité aussi. Pierre, qu'est-ce que tu pourrais nous dire là? Ça fait 40 minutes qu'on discute. Qu'est-ce qui résonne chez toi? J'étais en train de réfléchir et de me dire que Steve, il veut détourner le cours d'eau de ma pensée, en fait, hein, cette espèce de flux ininterrompu euh, qui va toujours dans le même sens, on va dire. Et j'y réfléchissais, tu vois, sur les addictions, que ce soit, je sais pas, sur l'alcool, les junk food. C'est vrai que ça fait sens en moi, tu vois. Quand je reprends, des fois, tout le monde a ces espèces de pulsions où tu as envie de manger n'importe quoi et tu reprends le fil de tout ça. Parce que tu sais que ben, il faut que tu. Enfin, moi, je sais qu'il faut que je sois à 1000%, donc c'est pas ma voie. Je dis ça en rigolant, mais c'est vrai. Donc, état de conscience modifié. Je me dis que je le fais très rarement, mais quand je fais de la cohérence cardiaque, je le fais de temps en temps. Je me dis peut-être j'ai peut-être pas les deux pieds dans cet état méditatif. On verra ce que tu en penses, tu vois, Steve. Mais j'ai peut-être allez, au moins un orteil dedans quand je fais ma cohérence cardiaque, puisque je me fixe sur ma respiration et que ça. Et il n'y a que ça qui importe. Mais alors, est-ce que c'en est vraiment de la méditation? C'est une merveilleuse porte d'entrée, la cohérence cardiaque, la respiration au carré, Mmh, d'autres formes de respiration, parce que l'objet d'attention est le souffle. Le souffle est le pont entre le corps et l'esprit. Est une manière d'agir sur notre fonctionnement au niveau même physiologique, hein. On sait très bien que, par exemple, la cohérence cardiaque, elle va nous amener à une activité, par exemple, sympathique, fight or flight, combattre ou fuir du système nerveux dans un stress latent permanent, qui est indispensable à la survie. Le stress, c'est pas le problème du stress, c'est le niveau de stress et jusqu'à quel point il est maintenu. La respiration consciente va nous amener à aller plus doucement, aller progressivement, même de manière très rapide, hein, dans le sens où quelques respirations conscientes, quelques minutes, on peut passer d'ores et déjà dans du parasympathique. Ça, c'est juste le petit, entre guillemets, où on en revient aux fréquences cérébrales, on en revient au sympathique, parasympathique. Donc ça, c'est des mots très intéressants. Et oui, je suis aussi très partisan de regarder ce que la science nous dit, ce que les neurosciences, les sciences cognitives peuvent nous enseigner sur tout cela. Il y a des choses fantastiques qui ont été faites au niveau des électroencéphalogrammes pour voir l'activité des grands méditants, de moines tibétains par exemple. Il y a eu des travaux avec Mathieu Ricard, très mmh. intéressants. Ça, il faut aller voir. C'est vraiment super. Mais comme toujours, comme les mathématiques qui sont merveilleux, c'est toujours des codes, c'est toujours des matrices que l'on met sur le monde pour tenter de le décoder. Mais ça nous donne pas euh, la nature du monde. Ça nous permet de déchiffrer certaines informations. On voit en fonction du système que l'on calque sur le vivant, sur le monde, on voit certaines informations, mais qui sont en rapport avec le système que l'on utilise pour décoder. Donc, non pas que ça ne soit pas intéressant, ça l'est, mais on en revient effectivement à quelque chose de plus de l'ordre de la sensation. Pour en revenir à cette fameuse cohérence cardiaque, tu me disais, mais est-ce que je peux être en méditation? Est-ce que j'ai un orteil ou est-ce que j'ai les deux pieds dedans? Pour la même pratique, c'est pas tant la pratique en elle-même
qui va faire que tu es méditant ou pas, c'est le degré de contact, le degré d'abandon, le degré de connexion avec ta respiration qui va faire pour la même pratique une expérience complètement différente. C'est pour ça que je disais que c'est pas la méditation n'est pas une pratique, c'est un état. Tu peux t'asseoir en tailleur en haut d'une montagne, en haut d'un ashram pendant 10 ans et ne jamais méditer. Tu peux avoir une vie totalement quotidienne et être beaucoup plus en état de méditation. Ça dépend juste de ton degré de présence, ton degré de contact. Donc oui, la cohérence cardiaque, par exemple, c'est fantastique si tu es de plus en plus dans l'observation profonde, sans nommer, sans juger, sans repousser de l'air qui rentre dans le nez, de la manière dont ton abdomen bouge, tes côtes, la sensation du passage de l'air à l'inspire, à l'expire, qu'est-ce qui se passe dans le corps. Et puis là, peut-être que ton esprit divague et en douceur, tu ramènes l'attention vers la respiration et de nouveau, tu reprends contact et c'est de plus en plus profond. Tu commences à sentir des choses dans le corps, des sensations que tu ne saurais nommer. Peut-être que des couleurs différentes viennent derrière les paupières et là, tu sens un état de plus en plus apaisé, de plus en plus souple par rapport à des problèmes peut-être que tu aurais. Et peut-être que là, de nouveau, l'esprit divague et tu vas ramener une nouvelle fois l'attention à la respiration et ainsi de suite. Et là, tu es en train d'affiner ton état méditatif. Pour la même pratique, si tu fais ça avec cœur, avec attention, avec profondeur, oui, tu peux aller très profondément dans des pratiques extrêmement simples. Pour citer Eckhart Tolle, hem, heu, il parle de choses, mais qu'on retrouve justement dans le zen ou plein de traditions, c'est que les tâches que l'on fait tous les jours peuvent devenir des méditations. Quand on se lave les mains, quand on fait la vaisselle, au lieu de penser à ce qu'on doit faire après, ce qu'on aurait dû faire, un tel nous a dit ci ou ça, si pendant 20, 30, 40 secondes, tu prends totalement contact avec l'eau sur ta main, la température de l'eau, le bruit de l'eau qui sort du robinet, l'odeur du savon, la texture, la sensation de ton corps debout en train de faire la vaisselle ou de te laver les mains, c'est pas une question de dire c'est nul de faire la vaisselle ou pas. C'est juste qu'à cet instant-là, tu ne fais rien d'autre qu'être. Tu ne fais rien d'autre qu'être pleinement en vie et à ce qui est. Et si tu peux dupliquer ça de plus en plus à différentes situations de ta vie, là, tu vas accéder à ton véritable potentiel et à une liberté par rapport à ton toi, à ton mental conditionné. Tu vas redonner de la souplesse et tu vas pouvoir repositionner les choses à leur juste place. Une utilisation beaucoup plus harmonieuse du mental et donc du corps. Là, je fais le pont avec l'amour, Steve, il faut que tu nous parles d'amour. Mmh. Heu, un des grands changements, dans ma méditation, c'est quand j'ai découvert la puissance du cœur, tu vois? Je me bombarde, d'amour, de joie, d'émerveillement. Ça, c'est je pense, au centre de nos méditations, quoi. Ouais, complètement. L'amour, une nouvelle fois, le mot n'est pas la chose. Amour et méditation, à mon sens, c'est la même chose. C'est un synonyme. Amour, conscience, aussi à mon sens, c'est la même chose. Amour et attention à ça, mais à ce que nous, on appelle divin. On essaye de mettre un mot sur quelque chose d'humain, sur une création humaine, sur une pensée humaine de quelque chose d'immanent, de transcendant, d'infini. Donc, notre manière de parler de ces choses-là est forcément erronée et conditionnée par notre conscience individuelle et collective. Mais tout ça, c'est la même chose. Amour, méditation, conscience, divin, c'est le champ, c'est ces fameux océans dont nous sommes les vagues. C'est cette omniprésence de la vie, c'est cette tension sous-jacente au vivant, c'est ce qui fait qu'il y a ce cycle perpétuel de mort-naissance qui, au fond, n'est que la vie qui se déplace, se recycle de forme en forme, que toutes ces choses qui restent très mystérieuses, parce que nous, on parle d'arbres, on parle de planètes, on parle de lumière, on parle d'eau, mais au fond, ça reste quand même profondément merveilleux et émerveillant dans le sens où si on garde cette sensibilité d'enfant, on reste bouleversé, ébahi et dans le mystère face à tout ça, sans justement mettre des mots et des concepts. Et l'amour, c'est beaucoup plus cet état d'émerveillement, de contact avec la vie, de présence, que parler de romantisme ou de situation entre deux personnes. Bien sûr, l'amour en tant que force, en tant qu'élan, en tant que matrice qui sépare, qui justement réduit tous les espaces, qui réduit toutes les séparations illusoires, nous traverse. Ainsi, le sentiment amoureux,
permet une connexion à cette force qui permet la vie. Et quand on médite, quand on contemple, quand on se connecte à cette chose-là, pourquoi est-ce que ça nous fait tant de bien? Pourquoi est-ce que ça ouvre nos cœurs? Pourquoi est-ce que ça on sent que c'est la direction? C'est parce que c'est notre essence au fond. Nous Est-ce sommes le que, fruit de cette vie. l'amour, ce serait pas notre état, ce serait notre nature? État originel, nature, essence. Eckhart Tolle parle de l'être, par exemple, pour le citer, comme on en a pas mal parlé. C'est toujours des mots, mais c'est assez puissant de parler d'être avant toute forme de construction identitaire nationaliste, appartenance à tel courant, de tel groupe de personnes. Derrière tous ces concepts humains, tous ces dogmes, toutes ces créations qui nous ont séparés de manière illusoire, il n'y a qu'une seule essence commune. Ça, c'est pas un truc hippie, wou New Age, c'est juste fondamental. Et finalement, la méditation ou la pleine présence, peu importe le mot, nous amène pas à reproduire ou à redire comme des perroquets ce que même des enseignements très beaux peuvent nous dire, c'est d'avoir une expérience directe de ça. Parce qu'on regarde. On regarde avec nos cœurs, on regarde avec nos yeux, on regarde avec notre peau, on regarde avec nos oreilles, on regarde avec tout ce avec quoi on peut regarder, tous nos sens. Et on peut avoir des moments d'expérience directe, de contact avec cette chose qu'il faut faire attention à nommer. Mais cette chose qui est nous, au fond. C'est juste qu'il faut aller voir derrière ce fameux voile de l'égocentrisme qui pense être le centre de l'univers. Et par moment de répété de présence, eh bien, on peut être de plus en plus au contact de cette chose qui rend la vie sacrée, non pas comme un concept, non pas parce qu'on nous l'a dit, mais parce qu'on le sent, parce qu'on se reconnaît, parce que tout ce qui nous pousse à chercher dans nos vies, quel est le sens de ma vie? Pourquoi je meurs? Qu'est-ce qu'il y a après la mort? Pourquoi tant de violence? Pourquoi? Derrière tout ça, c'est la réponse, elle est en nous. C'est ce que nous enseignent toutes ces voies méditatives et introspectives. Au fond, c'est d'aller regarder à l'intérieur. Toutes les réponses sont déjà en nous. À qui c'est écouter, apprendre à écouter la vie, pas les concepts, pas les dogmes, pas les croyances, pas quelqu'un d'autre, nous, de manière autonome, aller au contact de notre sensibilité. Et oui, il y a tellement d'interférences que c'est très difficile, mais loin d'être impossible. Dans le cadre de notre partenariat avec Nutrien&Co, on est heureux de vous proposer moins 10% sur tout le site avec le code podcast10. Il y a un code en description. Retour au podcast. Tu vois, avec Pierre, on a suivi un concept en ostéo. C'est l'approche tissulaire ostéopathique de Pierre Tricot. Mhm. Et je sais pas si ça dit un truc, mais en gros, c'est de la thérapie manuelle méditative où on fait du crânio sacré et puis Ouais. plus encore. Et en fait, il nous parlait de ça, tu vois. Il nous disait, en fait, le fait qu'on soit en vie, c'est trop compliqué. Et donc, il y a des modèles, il y a des concepts pour nous permettre d'intellectualiser la complexité infinie, tu vois, du fait qu'on soit en vie. Oui. Et donc, on s'adressait plus à un corps vivant qu'à un corps biomécanique ou Ouais. anatomique, tu vois. Et vraiment, il nous enseignait en fait cette qualité de présence, tu vois. Plus on serait enraciné, plus on aurait cette élévation, plus on aurait une présence qui ferait que, bah voilà, on vient traiter la personne. Pierre, tu t'en souviens de ce séminaire, c'était quand même extraordinaire. Oui, il nous parlait de qualité de présence, ouais. C'est vrai que ça fait un beau parallèle avec cet état méditatif, c'est ça dont tu nous parles, c'est cette qualité de présence. Et je crois que Tricot, il parle d'un modèle d'un corps conscient. Et donc, toute sa thérapie se base là-dessus, c'est cette espèce de présence du thérapeute pour impulser un dialogue avec un corps conscient. Bon, après, ça, c'est un modèle qui a ses failles. On pourra en discuter dans un autre podcast, selon moi. Mais Ouais, c'est mais surtout, ce qui est en tout cas, intéressant, c'est cet état de présence du thérapeute et de présence et d'écoute. Alors ça, c'est ce Puis qui me on semble. traite le patient après avec une modification de nos intentions, tu vois. Il y a des intentions d'équilibration, de recherche de lésions et puis après de libération. Mais c'est plutôt un moment partagé avec amour, tu vois, avec le patient. Et c'est plus un temps partagé, tu vois.
Ce que vous dites est très important. Cette thérapie-là, j'avais pas le nom du fondateur ou de la personne qui vous l'a transmis, mais en fait, ça me revient. J'ai un ami ostéopathe qui, emploie cette approche aussi, que je vais voir et finalement, ce que j'observe en ayant étudié la libération somato-émotionnelle par la respiration, par d'autres approches dites énergétiques, le yoga, le qigong, les arts martiaux internes, ce qu'on appelle la méditation au sens plus formel, la danse. Pour avoir goûté et exploré à toutes ces voies et en avoir beaucoup intégré de manière holistique dans l'approche que j'utilise, c'est pas tant la forme, c'est-à-dire que ça soit de l'ostéopathie, que ça soit de l'acupuncture, que ça soit de la danse instinctive, que ça soit du breathwork, c'est-à-dire de l'hyperventilation en respirant, que ça soit des méditations, guidées très profondes, de l'hypnose. C'est pas tant la technique, la forme, c'est le degré de présence, c'est-à-dire le fond, jusqu'à quel point on est en contact en tant que thérapeute avec les personnes qui sont là pour être traitées, jusqu'à quel point les personnes qui sont venues travailler sur elles, s'entraîner, se soigner, sont également en état de présence, donc au contact d'un seul et même champ, celui qui nous traverse tous. Une fois que ce champ est reconnu de manière commune, nous traversant tous, qu'il n'y a plus l'histoire, qu'il n'y a plus momentanément le fait de se regarder avec tout le contrôle et toutes les peurs et toutes les résistances de ce fameux filtre de l'ego qui empêche la guérison, qui empêche la progression. Le degré de présence partagée du thérapeute et des personnes permet le soin sous toutes ses formes. Et ça, c'est vrai dans le chamanisme. Quand on parle de transe chamanique, d'utilisation de plantes médecines, de rituels chamaniques, ce qu'on appelle des chamans, c'est aussi très occidental comme terme, mais des personnes qui sont des thérapeutes, hein, qui utilisent des voies très profondes, sont en état de présence ou en état de conscience élargi. Moi, j'aime bien le terme élargi à la place de modifié, élargi au sens où il y a une perception plus vaste de ce champ. Cet état de présence permet d'avoir accès à beaucoup plus d'informations. Les informations sont là. Les personnes rentrent dans cet état parce que le cercle, le cadre a été posé, le set and settings est là. C'est pas un cabinet, c'est un cercle, c'est un espace sacré. Mais bon, on retrouve le même principe. Et là, les deux personnes en état de présence, en état de conscience élargie, permettent la circulation de cette énergie. Ce que certains appelleront le chi, le prana dans d'autres cultures. Et c'est ce qu'on va retrouver dans l'ostéopathie, c'est ce qu'on va retrouver dans plein de thérapies, au final. Dès qu'il y a cette ouverture, cette écoute, la structure qui est malade, la structure qui rend malade, c'est-à-dire l'identité qui a créé la maladie, une partie de l'identité est malade, une partie de la psyché rend soma malade, une partie de l'esprit rend le corps malade. Et inversement, une fois que cette activité est modifiée, la structure qui rend malade bouge. Donc la maladie bouge. Plus il y a ces états de présence répétés, plus il y a un potentiel de guérison élevé. La guérison est une fréquence, la guérison est un état de conscience. Et on le voit dans les cancers, à quel point des personnes, selon leur état d'esprit, selon la manière dont elles ouvrent leur conscience ou elles ont une approche holistique, ça ne veut pas dire du tout qu'il faut arrêter la vision allopathique occidentale qui sauve des milliers de vies tous les jours, mais ça veut dire que là, on planche dans un champ, et Dispenza en parle très bien, beaucoup plus profond de thérapie. Mais pour nous guérir ou pour transformer ce qui nous pose problème, c'est jamais quelque chose d'extérieur. C'est nous qu'on doit transformer. Nous sommes le patient et nous sommes le médecin. Nous sommes le thérapeute et le malade. Et on résonne tous les uns avec Et les la autres. maladie et la maladie, la blessure ou la douleur, c'est à chaque fois une occasion aussi, Complètement, d'avancer. complètement. C'est juste une information qu'on prend ou qu'on prend pas, Exact. mais si on est très malade ou si on est très blessé, ou si on a très mal, c'est aussi l'opportunité de faire le point et d'évoluer, tu vois? C'est une invitation perpétuelle à ça. J'aime beaucoup citer Marc Aurèle, l'obstacle sur la voie devient la voie, très stoïque comme vision. De toute façon, nous sommes tous confrontés à la peur, à la trahison, à la souffrance, au deuil, à la mort, à la maladie, tous. Est-ce qu'on utilise ça comme un mur? Est-ce que, je veux dire, on le subit comme quelque chose qui va nous détruire, nous abîmer et qu'on va associer à notre identité? Mon cancer,
mon histoire de cœur brisé, forcément, tu associes une situation en plus à ton identité. Donc tu la maintiens comme une partie de toi qui va continuer de te détruire dans le temps psychologique qui est maintenu. Mais si l'obstacle sur la voie devient la voie, nous faisons de l'épreuve, nous faisons de la complexité un tremplin pour l'éveil. Comme tu dis, c'est de l'information qui peut être traitée, qui peut être utilisée comme autant de lumière sur des zones d'ombre que nous n'avons pas encore visitées. Nous amenons de la lumière de notre compréhension, la lumière de la conscience sur des choses qui n'ont pas encore été comprises, qui nous rendent malades. Et souvent, c'est pas tant la maladie en soi qui vient directement être éclairée, c'est la somme de cause à effet qui, depuis l'enfance et la petite enfance, a créé tout un mouvement, le mouvement du moi, du je, qui petit à petit a développé différentes pathologies et différents patterns, différents schémas de vie dans les relations, dans la manière de se positionner face au monde, dans ses choix. Et c'est tout ça qui doit pouvoir être guéri et amené à la lumière de la conscience. Et c'est ça qu'on appelle l'éveil. C'est justement de simplement ouvrir tous les yeux qu'on a à l'intérieur de notre structure et transformer ce qui n'est pas encore conscient. Steph, c'est magnifique. Pour conclure cet épisode, on aimerait rester un peu plus, mais pour conclure, qu'est-ce que tu pourrais donner à Pierre qui va se mettre à méditer ce soir Ouais. comme clé? On va pas te Médite faire déjà le là. coup du top 3, mais tu vois, J'y qu'est-ce suis que tu là. peux lui Eh oui. donner les clés pour qu'il y aille, tu vois? Ouais. On va reprendre ce qu'on disait de manière très simple, hein. C'est très important de faire du zoom, dézoom, macro, micro. C'est pour ça que des fois, on va dans quelque chose d'un peu insaisissable, mais pour après revenir dans du très concret. Parce que les 2 communiquent. As above, so below. Tout ce qui est à l'intérieur est à l'extérieur, hein. La vie est un miroir de notre état intérieur. Commençons par des pratiques simples, respiration consciente, méditation même guidée. Commencez par vous faire accompagner en pleine conscience. Allez-y doucement. On a parlé de ces fameuses couches sensorielles un peu plus tôt dans le podcast, de l'écoute de ce qui est ici et maintenant. Et là, il y a plein de manières de nourrir sa pratique. Lisez des personnes, effectivement, comme Eckhart Tolle. Renseignez-vous, il y a plein d'ouvrages sur la pleine conscience, sur le fonctionnement de l'esprit. Il y a des applications qui sont super. Il y a des personnes qui transmettent, il y a des centres aussi plus traditionnels. Vous pouvez aller pousser la porte. C'est pas parce que vous allez dans un centre yogique ou bouddhiste que vous rentrez dans un dogme. La plupart du temps, quand vous allez voir par exemple le Vipassana ou des centres comme ça, vous avez un enseignement de la méditation par des courants traditionnels. Moi, c'est beaucoup comme ça que j'ai été formé en Asie, mais vous en avez partout, en France aussi, où vous allez avoir des cheminements que vous pouvez reprendre de manière autonome. Par exemple, une fois que je me suis assis, OK, je peux me concentrer sur ma respiration et puis après je peux observer les sensations et puis après je peux, développer une méditation de compassion où je vais penser à des gens que j'aime et leur envoyer, à des choses que je leur souhaite. Bon voilà, il y a plein de manières d'aller vers la compassion. Commencez par des choses grâce à toutes les ressources, la grande époque que nous vivons, que ça soit internet, que ça soit les chats GPT et cetera. Bon, il faut faire du tri, mais vous avez accès à des ressources. Il y a des centres, il y a des enseignants, il y a des instructeurs. Après, on a bien compris que c'était développer une autonomie de la présence, une autonomie de la conscience. C'est comment est-ce que vous, au quotidien, vous intégrez la pleine présence comme une hygiène fondamentale. On se lave les dents, on fait attention à ce qu'on mange, on vérifie notre qualité de sommeil, on s'entraîne. Et bien, tous les jours, mieux vaut réduire de 20-30 minutes de scroller sur les réseaux sociaux et dédier ce temps à être en pleine présence. Voilà comment transformer nos vies. Donc, commencez peut-être 15 minutes le matin, 15 minutes le soir. C'est déjà génial. Et puis, commencez à transférer cet état de présence à d'autres activités. Une marche méditative, une discussion profonde avec un être cher, une activité artistique ou une activité sportive où je vais pas le faire de manière mécanique, je vais amener toute mon attention aux sensations du corps quand je fais le cardio, quand je cours, quand je m'étire, toutes ces choses-là. Et petit à petit, l'attention va se développer, va se renforcer. Donc, commencez par ça. Et après, si vous voulez approfondir, oui, là, ça peut être très intéressant d'aller, pareil, faut trouver les bons endroits, mais d'aller suivre quelques enseignements de Qigong, d'un bon yoga, d'arts martiaux internes, de danse intuitive, des choses qui sont méditatives par essence. C'est-à-dire qu'on est dans une pratique où
L'état méditatif est une posture, je dirais de base, une posture fondamentale à la pratique en elle-même. Et là, vous pouvez utiliser différentes voies. Par exemple, dans le zen, vous savez, les arts zen, dans la méditation, on entend parler de la calligraphie, on entend parler de l'ikebana, l'arrangement floral. Il y a le tir à l'arc japonais, le kyudo, il y a l'aïkido. On pourrait appeler parfois le zen en mouvement. C'est-à-dire que c'est pas tant, comme on disait tout à l'heure pour la thérapie, c'est pas tant ce que vous faites, mais c'est comment vous le faites. Donc, trouvez un art qui vous passionne, qui vous anime, contemplatif, méditatif, et utilisez ces moments-là, peut-être que ça sera juste de la méditation formelle, mais comme des moments plus poussés de présence, où pendant 1 heure, 2 heures, vous êtes totalement à ce qui est et donc potentiellement hors de vous, totalement dans l'expérience vécue. Et petit à petit, la porte s'ouvre et s'agrandit. Finalement, tu nous fais un très beau parallèle entre l'art manuel et l'état méditatif. C'est vers là que tu essayes de m'amener finalement. Je dirais que moi, quelque part, j'essaye pas de t'amener quelque part. Enfin, j'essaye pas de t'emmener. Le fait que je, entre guillemets, sois en état de présence, laisse sortir certaines informations. Le champ de conscience qui me traverse, qui est le même que celui qui te traverse, puisque nous sommes la conscience sous différentes formes, se reconnaît. Donc, s'il y a des choses qui sont dites avec un minimum d'altération parce que je tâche d'être présent pour transmettre des informations, peut-être que cela résonne en toi à certains endroits qui sont déjà des portes de présence chez toi. C'est tout l'idée de la transmission lorsqu'on parle de méditation. C'est pas tant d'influencer les autres ou de vouloir les amener quelque part. C'est d'être le plus ouvert possible, présent possible, authentique, pour que la conscience puisse se reconnaître chez les autres, pour que des portes puissent s'ouvrir. Parce qu'il y a plein de voies d'accès. Quelqu'un qui écoutera ce podcast peut-être sera passionné de poterie et il verra des accès sur sa présence. Un thérapeute, dans un autre domaine, il verra des accès. Et une fois qu'on a compris que c'était cet, cet état de contact, cet état d'être qui doit être cultivé, au sens, si je veux vraiment comprendre ce qu'est la méditation, c'est pas quelque chose que je vais faire, c'est quelque chose que je vais arrêter de ne pas faire. C'est enlever des résistances en moi. C'est tout ce qu'on a construit qui nous coupe du réel. Parce qu'on met tellement le jeu dans tout ce qu'on fait, on projette tellement de concepts, on projette tellement d'idées que l'état méditatif ne se reconnaît pas. Mais rappelons-nous ce que nous étions enfants. On était déjà méditatif, méditant. Et est-ce que le fait de ne plus s'ennuyer grâce à ça, est-ce À cause. que c'est... Oui, et là par contre c'est là où je veux t'amener. Est-ce que c'est pas l'outil par excellence pour tuer la méditation et pour ne plus se reconnecter à soi-même et ne plus être dans la présence et être dans la dispersion? Tu vois, j'attends un bus, eh ben, je pourrais être en état méditatif, mais au lieu de ça, ça scrolle, ou je suis dans le bus, etc., ou je suis peut-être pas en voiture, mais tu sais, de plus avoir ces moments où on D'avoir le s'ennuie. temps, en fait. On a le temps, mais de plus avoir ces moments où on s'ennuie, tu sais. C'est ça. Euh, il y a plus de moments. Il y a tout le temps ce truc qui nous rattache au monde, en fait, maintenant. On a un beeper dans la poche en permanence. Et, Exact. Mm. Complètement. Notre société est malade. Notre société est aliénée. On s'en fera les interprétations que l'on veut, mais la réalité, c'est que le système qui est maintenu, consciemment aussi, c'est un système où on ne te, on te fait croire que tu n'as plus le temps. Parce qu'il y a la to-do list qui déborde, parce qu'il faut aller d'un point A à un point B, parce qu'il faut vite faire ça, parce qu'il faut travailler d'une certaine manière, parce qu'il y a ces obligations, ces contraintes. Qu'est-ce qui permet à un individu de s'éveiller? Le silence, l'espace, le contact avec la nature, parce que c'est là qu'il y a toute l'information aussi sur ce que nous sommes. Nous sommes hors sol dans nos modes de vie, coupés par ces écrans. Tout ce qui nous permet de nous éveiller au sens recontacter notre essence fondamentale est et comment dire, a été supprimé dans nos modes de vie.
Il n'y a plus vraiment d'espace, à moins d'avoir le courage de s'extraire d'une certaine matrice, de s'extraire d'un certain mode de vie. Il n'y a plus d'espace pour le silence, pour le calme et l'introspection. Ou alors les moments où ce stress, ce rythme effréné, le fait qu'il n'y ait plus le temps de manière illusoire, une fois que ces moments-là sont apparemment présents dans la vie, c'est ce qu'on appelle un week-end, tu as 2 jours par semaine, c'est ce qu'on appelle des vacances. Et là, on va se divertir. On va regarder Netflix, on va manger un bon Deliveroo, on va aller au parc d'attractions, on va jouer sur une console. On fait des choses qui nous soulagent apparemment en nous divertissant, mais qui fondamentalement ne vont absolument pas au cœur d'une conscience qui attend et qui tend à s'éveiller. Parce qu'on vient masquer des signaux profonds d'un mal-être individuel et collectif qui est signe d'une société qui est dans une crise de conscience. Les espaces ne sont absolument plus dédiés à découvrir cette fameuse essence dont on parle. Ou alors on prend des chemins dogmatiques avec des intermédiaires où on pense que c'est en allant dans telle ou telle paroisse qu'on va être sauvé, qu'on va toucher à la vérité. Mais là, encore une fois, c'est une construction humaine. C'est pas quelque chose où on va chercher à l'intérieur. C'est quelque chose où on attend de l'extérieur, d'être sauvé. Donc on en revient à cette responsabilité. La responsabilité de s'éveiller, la responsabilité d'avoir le courage de sortir d'un système aliéné. Tu vois, à 1000%, c'est vraiment ça, hein. T'es en plein dedans, Steve. Nous, on est là pour éveiller les consciences. C'est à partir d'une prise de conscience sur notre santé physique, cognitive ou émotionnelle qu'on va adhérer à ce qu'on va mettre en place. Et, et au final, tu vois, je veux t'amener sur un conseil que tu donnes souvent et qui est transversal dans tous les invités de 1000%. Donc, c'est que des passionnés. Et à chaque fois, c'est la régularité. C'est mettre du volume. Et je crois que moi qui le pratique depuis presque 4 mois maintenant, je médite tous les jours, tu vois, Steve. Et ça change ma vie. Et je crois beaucoup au fait que d'être régulier dans ma pratique, ça me donne une force de vie, tu vois, une constance qui fait elle est quasi inébranlable, tu vois. Voilà, je t'invite à parler Effectivement. de régularité. Hein, c'est très puissant ce que tu dis parce que tout est impermanence. C'est un des autres enseignements, on va retrouver dans le bouddhisme. On en parle beaucoup et la méditation nous enseigne directement ce qu'est l'impermanence. Je donne un exemple tout simple. J'observe une sensation, par exemple quelque chose qui me gratte pendant que je médite. Ça gratte. Peut-être que je vais tout de suite céder et me gratter et sortir de l'état de présence, ou je vais observer. Et je vais voir que ce qui gratte se transforme, évolue en autre chose et disparaît, impermanence. Ou j'observe une pensée. Une pensée apparaît, je peux m'y identifier. Bref, ça c'est autre chose. Mais en tout cas, la pensée apparaît. Je ne suis pas le penseur, je suis ce qui observe ça. La pensée apparaît, et là, je peux l'observer et voir où elle va. Elle va nulle part, elle disparaît. C'est de l'impermanence, tout est impermanent. Donc nous sommes impermanents, nous sommes un processus. C'est aussi vrai au niveau de notre personnalité que notre corps. À chaque instant, on se transforme. Le monde est en mouvement perpétuel. Donc, si on veut maintenir, la seule chose qui est permanente, c'est l'impermanence. Si on veut maintenir un état de conscience, un état de présence, c'est cette fameuse répétition où on prend soin du véhicule, on prend soin de la conscience jour après jour. C'est pour ça qu'on parlera d'hygiène spirituelle au sens hygiène de l'esprit. Si on ne se lave pas les dents pendant 1 mois, il se passe des choses. Si on ne médite pas pendant 1 mois, c'est la même chose à l'intérieur de notre cerveau. Donc, c'est maintenir dans l'impermanence le fait que tout bouge et que par définition, l'esprit humain aurait tendance à très rapidement repartir vers le stress, vers la fuite, vers je sais pas, un côté plus fermé, plus égocentré. Ben, on maintient une ouverture au monde, une ouverture de cœur, une ouverture de conscience par une pratique quotidienne. C'est vraiment ça qui maintient l'état dans notre mouvement. Et c'est pas qu'on va stagner si on le fait pas, c'est qu'on redescend. C'est comme l'entraînement. C'est dans l'impermanence, il y a comme une détérioration naturelle. Et notre esprit se détériore s'il n'est pas entretenu par ce qu'on appelle la méditation, aussi pour des raisons plastiques, pour des raisons structurelles. On le sait très bien que méditer encourage la neuroplasticité, c'est-à-dire que plus tu t'entraînes, plus tu donnes de la souplesse à ton esprit, aussi au niveau physique.
ta structure de pensée, elle est engrammée dans ta structure neuronale. Plus tu l'assouplis, plus tu peux te redonner de la souplesse pour développer un comportement plus vertueux, plus aimant, mais plus ton cerveau, tu l'entretiens et donc ton corps. Plus tu entretiens ton immunité, et ton système nerveux et tout ce qui va avec la pratique de la méditation. Donc là, on redonne quelque part des petits biais, mais que je voulais pas aborder trop tôt parce que je trouve que c'est pas une bonne raison en soi de vouloir faire de la méditation pour être meilleur ou pour avoir une meilleure santé, parce que c'est encore plus profond que ça. Ta meilleure, si tu veux, ton harmonie émotionnelle, l'efficience plus grande de ton système immunitaire, le calme et le sommeil plus profond sont des produits d'une conscience attentive, d'un état de présence quotidien. C'est-à-dire qu'on médite pas pour ça, on médite parce que c'est notre état d'être fondamental et on l'expérimente. Mais les produits qui en découlent sont effectivement cette santé, cette vitalité qui se renforce et qui se décuple. Ça vient naturellement. C'est pas à chercher. C'est le naturel qui découle d'une hygiène fondamentale de notre esprit, une spiritualité authentique, directe, sans intermédiaire. Oui, c'est les conséquences de cet état méditatif et cette qualité de présence, cette qualité de méditation. Oui, Et même Vincent parlait de volume, mais même si je pense que ça va pas te plaire que je dise volume ou quantité de méditation, on peut en mais parler. comme le fleuve qu'on détourne petit à petit, on vient créer le chemin pour Ouais, arriver à avoir un état méditatif qui est de plus en plus facile à atteindre et ou de plus en plus profond à atteindre. exact. C'est pas nous, c'est par nous. C'est pas nous qui sommes plus méditants, plus sages, c'est ce flux qui trouve plus d'espace en nous. C'est fort, Ouais. Steph. Mais tu vois, tout est entraînement. Ouais, bien Tout est sûr. entraînement. Et en Ouais, fait, on parle de progressivité, on parle d'intensité, on parle de volume, ouais, de mais on peut parler fréquence. de VO2 max, on peut parler de comment je cuisine, on peut parler de s'entraîner à dormir. Et ben là, on parle juste d'entraîner notre esprit et de prendre soin de notre santé mentale. Tu vois, on est dans une société qui nous détourne de ça. On l'a bien décrit, tu vois. Ouais. Il va falloir qu'on conclue. Et Je non, crois non, que- non, je te Non? fais le coup. Tu veux continuer? Vas-y, Ouais, vas-y. je J'aime veux bien. une petite, une petite parallèle. Tu parlais de qualité de sommeil, Steve. Mmh. Alors, du coup, je m'intéresserai peut-être pour les mauvaises raisons à, à la méditation. Tu dis que ça améliore la qualité du sommeil, ou en tout cas, ce que je pense que ça fait, c'est que ça améliorerait peut-être la quantité de sommeil profond. Est-ce que c'est le cas? Et si c'est le cas, comment est-ce que tu monitores ça? C'est quoi comment est-ce que tu Mmh. évalues tout ça, toi, de ton côté? Bien sûr. Alors déjà, il y a plusieurs choses à remettre en perspective. On me disait que tout est entraînement et effectivement, cela s'applique aussi à l'esprit. Le vivant évolue par friction. Le fait qu'il y ait cette contrainte. Au début, ça soit pas facile de s'asseoir, d'être présent, mais c'est cette friction qui amène une évolution. C'est le chaos qui est autant de potentiel pour un ordre supérieur. Quand on va s'asseoir et qu'on a la tête dans tous les sens, c'est autant d'énergie pour découvrir ce que peut être la vacuité. C'est pour en venir à effectivement, on ne peut pas faire une parallèle directe de l'entraînement du corps avec l'esprit, mais il y a beaucoup de similitudes. Et dans le bouddhisme, on en parle très bien, de l'entraînement. C'est aussi l'entraînement de l'immobilité, d'être immobile. Voilà, c'était juste pour faire cette parallèle parce elle est très belle et moi qui suis beaucoup venu par le corps aussi à la méditation, il y a une parallèle très claire. Tu veux transformer ton corps, tu vas à la salle tous les jours. Tu veux transformer ton esprit, tu vas à la salle du temps tous les jours. Tu vas à la salle au dojo de ta Mmh. conscience. Voilà. Et surtout, c'est Par très juste, en fait. Ouais. Il faut Oui, pas avoir peur de cette discipline, tu vois? exactement. Et d'ailleurs, discipline au sens étymologie originelle, c'est très noble, c'est aimer apprendre. Être un disciple, c'est pas se rigidifier ou se cantonner à. Mmh. C'est ça la discipline. On détourne les mots et leur étymologie, mais discipline, c'est aimer être un disciple, aimer apprendre. Et apprendre de qui? Apprendre de la vie, apprendre de soi, apprendre de la présence. Voilà. Par rapport au sommeil,
comme on disait, c'est pas quelque chose qui est directement, tu médites, tu vas mieux dormir, parce que ça dépend d'un sujet à l'autre. Ça dépend d'un vécu, d'un fonctionnement de corps, d'un état, d'un terrain, disons. Donc, il y a autant de terrains que d'individus. Mais si ta conscience s'étend, si tu règles beaucoup de choses dans ta vie par une étude examinée de ton fonctionnement et de ce qui te pose problème, que tu reprogrammes ton ego, que tu reprogrammes ta personnalité dans les parties de ton esprit qui te posent problème et qui te rendent malade, le sommeil fait partie de ce qui va s'améliorer par la force des choses. Tout ce qui te stresse, qui t'angoisse, qui te fait cogiter le soir, c'est pas la méditation qui te fait mieux dormir. C'est le fait que la méditation devienne un état où tu comprends ce qui est névrotique chez toi, ce qui est violent, ce qui est dans la peur, que petit à petit, tu le libères, tu le transformes, ta vie se transforme, tu te transformes, eh bien, ton sommeil se transforme. C'est la résultante d'un cerveau qui fonctionne beaucoup plus naturellement, beaucoup plus sainement, d'un esprit harmonieux. Et si tu médites juste avant d'aller dormir, oui, tu vas favoriser aussi certaines ondes cérébrales. On peut le voir comme je vide la coupe, tu vois, je libère le flux de pensée avant d'aller dormir. Tu fais une méditation de 15-20 minutes, un body scan, une cohérence cardiaque, pleinement conscient du souffle, une méditation de pleine conscience, peut-être même un moment de gratitude où tu revis des moments de la journée, peut-être 3 moments de la journée que tu vas revivre et simplement remercier pour des choses simples qui va t'amener cette émotion positive d'être en vie, de retrouver de l'émerveillement dans un sourire échangé, dans une discussion avec quelqu'un, dans le fait d'avoir pris quelqu'un de ta famille dans les bras et d'avoir senti ce qu'on appelle l'amour. Le fait de le revivre te permet d'intégrer cette journée, qu'elle ne soit pas un nouveau flash de téléportation où tu n'as même pas compris ce qui s'était passé et tu te réveilles à 90 ans en te disant « Ah bah là, j'aurais dû faire ce que j'aimais et j'aurais dû passer plus de temps avec les gens que j'aime. » Hein, les 2 grands regrets, hein, de toutes les personnes, tout continent, toute culture confondue. Les 2 grands regrets à la fin d'une vie, c'est ça, hein. Je n'ai pas fait ce que j'aimais vraiment dans la vie. Je n'ai pas dit assez «je t'aime» aux gens que j'aime. J'ai pas été assez présent avec les gens que j'aime. Ça, sans présence, c'est quasi automatique qu'on passe à côté de l'essentiel de la vie. Donc il est vital d'être présent. Il est vital de s'éveiller. Chaque journée est unique. Il y a pas de seconde chance. C'est soit tu es présent, soit tu es pas présent. Bon, j'en profite, Pierre, je t'aime. Steve aussi d'ailleurs. Moi Que aussi, de Vincent, l'amour, hein. que de Ça l'amour. fait du bien, que du love là, on est bien. Steve, c'est génial, on se régale. On finit Merci à vous. généralement par un conseil à 1000. Qu'est-ce que tu pourrais, donner à nos auditeurs de 1000 qui, Ouais. voilà, quelle est ta passe décisive? Qu'est-ce que tu peux leur donner? On a évoqué pas mal de choses, mais qu'est-ce qui nous met en mouvement? Et là, ce qui me vient comme ça de manière spontanée par rapport à ta question, c'est identifier ce qui dans notre essence profonde, ce qui dans l'élan du cœur, de l'âme, certains pourront dire, c'est d'ailleurs la partie la plus profonde qu'on a tous. Qu'est-ce qui crie? Qu'est-ce qui a envie de s'exprimer? Qui est une nécessité brûlante de sortir? Je cite juste Pierre Teilhard de Chardin que j'aime citer souvent. Nous ne sommes pas des êtres humains ayant une expérience spirituelle, nous sommes des êtres spirituels ayant une expérience humaine. Donc accordons-nous absolument l'opportunité d'écouter ce qui nous passionne, d'écouter ce qu'on aime. Qu'est-ce que je suis venu faire sur Terre? Qu'est-ce qui, là, à l'intérieur, ne demande qu'à être exprimé, reconnu, partagé? Cette boussole, c'est celle qui nous donne la direction juste. Donc, je invite tout le monde, et je nous invite encore et encore à écouter cette voix-là. La plupart du temps, tout ce qui nous fait souffrir dans nos vies, c'est que nous sommes à côté de cette chose-là, que nous n'écoutons pas parce qu'on est tombé dans cette spirale, dans cette tornade de société malade. Mais écoutons la voix de notre âme, écoutons la voix de notre cœur. Il y a toutes les réponses. Faisons un peu de silence et suivons ça. Quand c'est le cœur, quand c'est l'amour qui dirige nos actes, nos décisions, le chemin s'aligne et s'ouvre naturellement. Bah, écoute, j'ai les frissons, donc c'est parfait. Pierre, un petit mot de la fin aussi? Non, c'était très bien. C'est vrai. Voilà, on te met 1000 Steve, merci pour tout Merci et à vous, puis messieurs. Et on merci à tous. sera amenés à se revoir.
Allez, salut les gars. Allez, je vais Salut, méditer. prenez Ciao. soin de vous. Ciao.